Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Hello Jean. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Science en question. Aujourd'hui, on prend des nouvelles de notre littoral. Il faut dire qu'avec l'amplification du changement climatique, il est de plus en plus menacé. Alors quels risques pèsent sur lui? Quelles sont les conséquences pour les populations? Et surtout, quelles solutions s'offrent à nous pour nous adapter? Dans cette émission, nous allons faire le point grâce à nos deux invités. On commence notre balade tout de suite, c'est parti. Des falaises de craie normandes aux côtes rocheuses méditerranéennes, en passant par les mangroves guyanaises ou encore les dunes vendéennes, le littoral français se caractérise par des paysages riches et variés. Vous verrez que ces écosystèmes uniques, situés à la frontière entre la terre et la mer, rendent de précieux services pour protéger notre littoral. Mais voilà, avec l'amplification du changement climatique et la pression des activités humaines, nos côtes sont de plus en plus menacées et en partie dégradées. Avec environ 20 000 km de côtes en métropole et dans les régions et départements d'outre-mer, la France est donc plus que jamais concernée par les enjeux de préservation des côtes. Nous allons faire le point sur les risques et les solutions envisagées avec notre invité, Gonéry Lecauzanet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes chercheur au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, et vous êtes l'un des auteurs du 6e rapport du GIEC. Alors le GIEC, en deux mots, c'est... C'est en fait un groupe de scientifiques qui agit sous l'égide de l'ONU pour répondre aux questions des gouvernements sur les questions de climat. Donc il y a trois rapports, un sur la connaissance du climat, l'autre sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation, c'est celui auquel j'ai contribué, et le troisième sur l'atténuation, les moyens de limiter le réchauffement climatique. Et alors, quelles sont les dernières prévisions du GIEC en matière de réchauffement climatique? Alors ce que dit le GIEC, c'est que tant que l'on continuera à émettre des émissions de gaz à effet de serre, des gaz à effet de serre, donc notamment du CO2, mais également du méthane, etc., le climat va se réchauffer. Et à chaque fois que le climat se réchauffe, à chaque fraction de degré de réchauffement climatique, les risques climatiques associés s'aggravent. Et donc notamment, il s'agit des risques liés aux canicules, aux vagues de chaleur marine également, les risques pour la santé, les écosystèmes, les risques de sécheresse, parce qu'on a plus d'évaporation, les risques de pénurie d'eau associés, également les risques d'inondation, parce qu'un climat plus chaud, c'est 1 degré de réchauffement climatique, c'est 7% de plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, qui tombe plutôt sous la forme de précipitations extrêmes, mais c'est aussi de l'élévation du niveau de la mer, qui favorise les submersions marines, et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Effectivement, on va en parler un peu plus en détail dans la suite de l'émission, mais comment a évolué le niveau des océans sur les 100 dernières années? Alors sur les 100 dernières années, en fait, le niveau de la mer a monté à peu près de... Il était stable déjà avant 1850, on va dire, sur les 2000 dernières années, au moins, et en fait, depuis, au cours du XXe siècle, il a monté à peu près de 1,4 mm par an. Et aujourd'hui, dit comme ça. Ouais. Effectivement, et aujourd'hui, il est de 3 ou 4 mm par an. Ouais. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on a à peu près 20 cm d'élévation du niveau de la mer depuis 100 ans, mais dans les 30 prochaines années, on va avoir à nouveau 20 cm d'élévation du niveau de la mer. Donc on a vraiment une accélération de ce processus, et on comprend bien d'ailleurs pourquoi ce processus est en train d'accélérer. Alors évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur le littoral. Quels sont les principaux risques qu'on peut lister? Alors le premier risque en général qu'on voit par rapport à l'élévation du niveau de la mer, c'est vraiment ces submersions à marée haute. Alors ça, on le voit dans des zones dont le sol s'enfonce en fait, pour des raisons géologiques qui peuvent être soit des extractions d'eau souterraine, soit des raisons géologiques complètement différentes liées par exemple au rebond de la croûte terrestre suite à la déglaciation d'il y a 20 000 ans. En fait, il y a 20 000 ans, il y avait 2 grands glaciers au Canada et puis en Scandinavie. Ces glaciers ont disparu et à la marge de ces glaciers, on a un sol qui s'enfonce de ces anciens glaciers. Donc aux États-Unis, par exemple, ils ont une subsidence, un sol qui s'enfonce, et ils voient un peu en avance de phase par rapport à tout le monde des submersions chroniques à marée haute qui affectent les routes, les infrastructures côtières et qui posent pas mal de problèmes d'organisation en fait. Quand on parle de submersion chronique, on a une idée de la fréquence? Alors voilà, la fréquence au départ c'est 1 ou 2 fois par an en fait. Et puis au bout de quelques années, c'est une dizaine de fois par an. Et puis une dizaine d'années plus tard, c'est la moitié de l'année en fait. C'est pratiquement 1 jour sur 2. Donc on a vraiment un processus en accélération. Ça, c'est pas le seul risque en fait lié à l'élévation du niveau de la mer. Il y a aussi les submersions marines lors de tempêtes, comme par exemple le Xynthia en France ou lors de cyclones. Il y a également donc, tout ce qui est érosion. Donc, un niveau de la mer plus haut favorise l'érosion parce que les vagues atteignent la plage, des niveaux plus hauts sur la plage à marée haute et puis pendant les tempêtes.
Et puis également, en fait, la salinisation d'estuaires et des impacts également sur les écosystèmes, par exemple les marais. Voilà. Alors là, on parle de risque côtier, mais on entend aussi parler parfois d'aléas. Quelle est la différence entre aléa et risque? Alors, finalement, un aléa, c'est un phénomène physique qui a une certaine... qui a une certaine fréquence et une certaine intensité, et puis une empreinte spatiale. Donc par exemple, ça va être une tempête qui a une probabilité de 1% par an, en fait. Donc voilà, on appelle ça une tempête centenale. Ça ne veut pas dire qu'elle intervient tous les 100 ans, ça veut dire que chaque année, on a une chance sur 100 que cette tempête intervienne. Et puis, elle correspond à une certaine intensité. Ça va être peut-être, je ne sais pas moi, 50 cm d'inondation avec une certaine vitesse de flux d'eau. Voilà. Donc c'est ça qui va caractériser l'aléa. Le risque, c'est quand ce phénomène physique va croiser des enjeux. Et ces enjeux, ça peut être par exemple des bâtiments, des personnes ou des écosystèmes. Donc si vous n'avez pas d'enjeu, vous n'avez pas de risque. Donc si vous avez par contre les enjeux, tout dépend en fait de ce que l'on considère comme enjeu. Mais ça peut être des personnes lorsqu'on a des submersions très rapides avec des vitesses de courant qui sont suffisantes pour pouvoir causer des noyades en fait. Très bien. Bon. On va continuer notre discussion, mais d'abord, on part à la rencontre du public, parce qu'on a l'habitude dans cette émission de tester les connaissances des passants avec un mot mystère. Aujourd'hui, on a choisi calotte glaciaire. Écoutez ce qu'ils nous ont répondu. Pas exactement, moi c'est au pôle Nord, pôle Sud. C'est les glaciers du Grand Nord, c'est ça, non? Ça me fait penser à peut-être la banquise. À la calotte glaciaire, c'est l'épaisseur de glace qu'il y a au pôle. Alors la calotte glaciaire, c'est au pôle Nord et au pôle Sud. Ça révèle un peu où en est le réchauffement aussi, ouais. Qu'est-ce que ça provoque, la fonte des calottes glaciaires? Peut-être le rehaussement du niveau des océans. Ça entraîne des conséquences sur, par exemple, sur les terres basses, sur les rivages, les îles, les péninsules, les deltas. C'est un risque d'inondation, du littoral qui risque d'être submergé, immergé. Je ne sais pas comment ils vivent là-bas, avec la peur, je pense. Je me mets à leur place et oui, c'est très dangereux et je souhaite bon courage à eux. Ah bah oui, il y aura déjà des populations qui vont être obligées d'émigrer dans quelques années. Peut-être des dizaines d'années, mais bon, oui. J'imagine que les calottes glaciaires, elles auront complètement fondu dans peut-être 100 ans. Moi, comme ça, je dirais dans 2-3 000 ans, mais je pense que ça va être beaucoup plus proche que ça, en fait, en réalité. Ah, ça dépend de chacun, de ce qu'il pense ou pas. Peut-être dans pas très longtemps ou dans très longtemps, ça dépend. On n'en sait rien. Alors, on va répondre à cette dame dans un instant, mais un petit peu plus tôt, une jeune fille parlait de banquise. C'est différent, la banquise et les calottes glaciaires. La banquise, en fait, c'est de la glace qui flotte en surface de la mer. Donc, elle ne contribue pas à l'élévation au niveau de la mer. Ce qui contribue à l'élévation au niveau de la mer, ce sont les glaces continentales, donc soit les glaciers de montagne, soit des calottes de glace qui vont fondre. Et la calotte de glace, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un type de glacier qui est très peu affecté par la topographie. Donc il y en a deux qui sont très particulières, en fait qu'on appelle plutôt des inland ice, qui sont les calottes de glace en fait au Groenland et puis en Antarctique. Mais en fait il y a aussi des calottes glaciaires dans certaines îles en Arctique par exemple. Quand vous dites que c'est pas influencé par la topographie, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors ça veut dire par exemple si vous regardez un glacier alpin, vous voyez bien que en fait il s'écoule entre deux montagnes par exemple. Et là, ce n'est pas le cas en fait. La calotte de glace est tellement importante, c'était des masses de glace tellement importantes que finalement, elle forme un espèce de dôme en fait qui s'écoule un peu dans toutes les directions. C'est un type de glacier en fait. Voilà. Alors, on n'a pas choisi le mot calotte glaciaire au hasard, c'est parce que c'est un enjeu pour l'évolution du niveau de la mer. Quel est cet enjeu? Alors voilà, c'est vraiment, disons, une grande partie des inquiétudes sur l'élévation du niveau de la mer, elles viennent de ces deux grandes calottes glaciaires que sont l'Antarctique et le Groenland, qui représentent, alors le Groenland 7 mètres d'élévation du niveau de la mer et l'Antarctique environ 60 mètres. Alors heureusement, ces calottes ne vont pas fondre en 100 ans, elles vont mettre des milliers d'années à fondre et elles ne vont peut-être pas fondre en totalité si on arrive à stabiliser le changement climatique en deçà de 1,5 degré, 2 degrés, mais c'est vraiment la grande question, parce qu'en fait, on ne connaît pas très bien à quelle vitesse ces calottes de glace vont fondre. Et quand vous parlez de 7 mètres et 60 mètres, c'est quand elles auront totalement fondu. Exactement. Il y a un autre phénomène étonnant qui participe à l'élévation du niveau de la mer, c'est la dilatation des océans, et ça, c'est directement lié au réchauffement climatique. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que la Terre est en déséquilibre énergétique, parce qu'on a changé la composition de l'atmosphère, donc il y a davantage de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et le climat se réchauffe.
Et l'excès de chaleur qui est lié à ce déséquilibre énergétique, il est accumulé à 90% dans l'océan. Donc l'océan se réchauffe, mais il se dilate. Alors très peu parce que c'est de l'eau, mais il se dilate quand même. Et là, ça représente effectivement à peu près un tiers du signal qu'on observe aujourd'hui en termes d'élévation au niveau de la mer. Donc aujourd'hui, le niveau de la mer, c'est à peu près, il augmente. Hein. C'est-à-dire que c'était 1,4 mm par an au XXe siècle. Aujourd'hui, on est plutôt près de 3,7 à 4 mm par an en fait. Voilà. On a entendu parler de montée du niveau des océans, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les micro-trottoirs. Quelles sont les prévisions, les scénarios du GIEC pour les prochaines années? Alors les scénarios du GIEC, donc on doit les... je ne les vois peut-être pas à l'écran, mais on a une image pour expliquer ça. Donc là, vous voyez en fait toute une multitude de possibilités. Donc en noir, c'est les observations. Et puis en fait, vous avez un panel de couleurs là, qui représente différents scénarios. Donc le vert, c'est des scénarios dans lesquels on a stabilisé le réchauffement climatique à 1,5 degré, 2 degrés. Et ce que vous voyez, c'est qu'on n'a pas stabilisé le niveau de la mer en faisant ça. Parce que les glaciers et les calottes de glace seront toujours en déséquilibre par rapport au climat qui aura été, au nouveau climat qui a été créé. Donc on a quand même une élévation au niveau de la mer qui, en 2100, est entre 40 et puis 60-70 cm. Il y a une certaine latence. Voilà, mais ça continue. En 2150, vous voyez, ça monte plus haut. Pour des scénarios à forte émission de gaz à effet de serre, en 2100, on est entre 60 cm et 1,10 m, et puis ça continue après pendant des années. Ce que vous voyez aussi, c'est deux petits scénarios là avec des tirets, 1,7 m en 2100, et puis en fait c'est plus de 4 mètres en 2150. Ça correspond à un scénario très défavorable dans lequel en fait on a un effondrement d'une partie de la calotte de glace en Antarctique. Aujourd'hui, on ne peut pas exclure ce scénario. Ce n'est pas le plus probable, mais c'est un scénario qui ne peut pas être exclu. Ça fait partie en fait, des recherches qu'on mène, par exemple avec le CNRS, dans le cadre de projets comme le projet européen Protect, qui a pour but d'essayer de mieux comprendre en fait, les possibilités qu'on ait ce scénario, catastrophe qui se met en place. Quoi. Et cette augmentation, elle est plus importante à certains endroits sur Terre qu'à d'autres. Donc il y a une répartition inégale de la masse d'eau. Où en particulier on a une augmentation plus importante? Alors, les régions dans lesquelles on a une élévation du niveau de la mer qui est plus importante, ce sont des régions où on a l'eau qui se réchauffe plus vite que la moyenne globale. Et ça, par exemple, historiquement, ça a été le cas au niveau du Pacifique équatorial ouest, en fait, donc la région vers la Nouvelle-Calédonie. Et puis également, ce sont des zones où, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque les calottes de glace et les glaciers fondent, en fait, les masses d'eau qui fondent sont tellement importantes que ça déforme le champ de gravité de la Terre. En fait, il y a une redistribution des masses à l'échelle de la Terre, et donc, en fait, les masses se répartissent loin des sources. Donc là, ce qui se passe, c'est que concrètement, vous avez une élévation du niveau de la mer qui est plus importante au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. En fait, au niveau des pôles, vous avez même une baisse de l'élévation du niveau de la mer parce que vous avez tellement perdu de masse qu'en fait, il y a moins d'attraction terrestre à cet endroit-là. Donc, si on exagère un peu, la forme de la Terre s'étirerait, quoi. Exactement, elle s'aplatit en fait d'une certaine manière. Elle devient ovale. Et ça a des effets en fait sur la rotation de la Terre, sur le champ gravitationnel, etc., etc. Et par exemple, voilà, si on parle de régions, la France c'est la métropole, mais c'est aussi l'outre-mer. Une des régions dans lesquelles le niveau de la mer va augmenter beaucoup plus vite que la moyenne, c'est la Réunion, par exemple. Et forcément, c'est des zones qui sont plus à risque également pour les populations. Il y a des enjeux humains aussi. Alors voilà, ce qui se passe après, c'est que c'est vrai qu'au niveau global, en fait, si vous regardez toutes les zones habitées, en fait, si vous retirez les zones dans lesquelles le sol est en train de s'enfoncer, et parfois il s'enfonce très rapidement, hein, plusieurs centimètres par an, c'est le cas dans les villes d'Asie du Sud-Est, en fait, l'élévation du niveau marin, dans la plupart des cas, elle est à plus ou moins 20% de l'élévation du niveau marin global. Donc en fait, il y a effectivement quelques zones qui verront un petit peu en avance de phase les impacts, mais en fait, celles qui vont vraiment voir très en avance de phase les impacts du changement climatique, ce sont surtout les zones où le sol s'enfonce, donc beaucoup de villes du sud-ouest asiatique. On a le cas en France, en fait, avec Mayotte. Hein, l'éruption du volcan au large de Mayotte a causé un enfoncement du sol à Mayotte, dans certaines régions. Et d'ailleurs, il y a des problèmes de submersion chronique qui sont rapportés. Peut-être une question que les gens peuvent se poser, est-ce que ces calottes glaciaires peuvent se reconstituer? Alors effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que le Groenland est une relique de la dernière période glaciaire. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu de période glaciaire, on n'aurait pas cette calotte de glace qui fait 3000 mètres en son centre, en fait, et en fait, elle ne pourrait pas se reconstituer parce qu'en fait, le centre du Groenland serait trop bas. Et donc, ce qu'il faudrait pour reconstituer ces calottes de glace, ce serait sans doute repasser en dessous du niveau de réchauffement pré-industriel. Alors, si vous voulez, en gros, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà réchauffé le changement climatique, et c'est déjà 1,1 degré de réchauffement climatique par rapport à la période pré-industrielle. Donc il faudrait enlever ces 1,1 degré et passer en dessous des niveaux pré-industriels. Donc ça, très clairement, on ne le fera pas en fait. Il n'y a aucun risque que ça arrive. Disons, après, ça dépend de quelles échelles de temps vous regardez. À très long terme, ça peut arriver, mais on parle là de dizaines, voire de centaines de milliers d'années en fait. Voilà.
Alors face à l'élévation rapide du niveau des mers, à l'augmentation des phénomènes naturels extrêmes et une urbanisation galopante, le littoral est de plus en plus vulnérable. Faisons le point sur la situation et sur les solutions déployées pour s'adapter. C'est le Science en Action. Lorraine, on peut dire qu'il va falloir s'adapter côte que côte? Tout à fait. Et quand on parle d'érosion et de submersion, on pense rapidement déplacement des bâtiments, déplacement des populations. Mais avant ça, il y a plein d'autres solutions à mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un paysage des solutions? Déjà, la solution qui est beaucoup mise en place en Europe, c'est la protection en fait. Et beaucoup la protection par des moyens d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on construit des petits murets, des digues, des enrochements, des épis en fait pour retenir le sable près d'une ville. Donc ça c'est quand même une solution qui est très déployée et en fait qui fait l'hypothèse qu'on peut, quel qu'en soit le coût finalement, maintenir le trait de côte là où il est. Ça coûte très cher, ça fonctionne, ça pose d'autres problèmes en fait qui sont par exemple que les sédiments on n'en a pas une infinité en fait, donc on va accumuler des sédiments à certains endroits mais ils vont manquer par ailleurs. Et puis, mais c'est ça qui est beaucoup mis en œuvre. Alors la relocalisation, effectivement, c'est une autre solution qui est envisagée. Il y a quelques expériences en France. Il y a eu une expérience du ministère de l'Environnement sur un certain nombre de sites. Voilà, là où on ne peut pas trop l'éviter, c'est les falaises de craie. Mais ailleurs, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de suites. Il y a le Conservatoire du littoral qui essaie de regarder en fait quelque chose qui est assez particulier, qui est à la fois en fait de relocaliser certains enjeux, donc d'avoir un petit recul du trait de côte, mais tout en mettant en place en fait une renaturation des sites. Donc ça, ce sont les solutions fondées sur la nature, dont va parler ma collègue Cécile Capderet. Et puis enfin, il y a une solution qui s'appelle l'accommodation, qui est en fait réduire la vulnérabilité des bâtiments. Là, c'est par exemple rehausser des prises électriques pour éviter qu'il y ait trop de dommages pendant les inondations. C'est accepter le fait qu'on va être inondé? C'est ça. Et donc ça, effectivement, ça fonctionne si l'inondation n'est pas trop importante et qu'il n'y a pas de risque pour la vie humaine, etc. Il y a quand même une solution au départ qu'on peut mettre en place qui est sans regret d'une certaine manière, c'est d'éviter d'aggraver les choses en urbanisant de manière trop importante les zones basses qui sont susceptibles d'être inondées. Donc ça veut dire arrêter, limiter la construction sur les littoraux à risque. Exactement. Et c'est l'objet, par exemple, de réglementations comme les plans de prévention des risques littoraux. Alors, vous avez parlé des solutions d'ingénierie. C'est adopté par beaucoup de villes dans le monde. Et il y a un exemple emblématique. On va aller faire un tour en Italie, à Venise. C'est un cas qui a été beaucoup étudié par le GIEC. D'après les rapports du GIEC, Venise pourrait se retrouver sous l'eau dans moins de 100 ans? Alors, disons qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Venise, s'il n'y avait pas de... Venise, en fait, est sous l'eau, à marée haute, s'il n'y avait pas la barrière qui a été construite. Oui, on va en parler de cette barrière. Ils connaissent des épisodes, ils appellent ça s'appelle les aqualta. Exactement, qui sont typiquement, en fait, ces submersions à marée haute, en fait. Sauf que là, c'est un peu plus compliqué, ça vient de processus physiques dans l'Adriatique du Nord, etc. Mais bon, c'est le même principe. Et effectivement, Venise, ce qui se passe, c'est que la question de la ville elle est posée à long terme parce qu'on a à la fois en fait l'élévation au niveau de la mer et d'autre part en fait la ville s'enfonce parce que sous le poids des bâtiments en fait il y a 1 mm par an de subsidence en fait, mais rapporté sur des centaines d'années. Ça finit par être important. Venise est dans un endroit très particulier, c'est un lagon. Voilà, c'est un lagon, c'est-à-dire que vous avez la ville qui est à l'intérieur du lagon, et puis en fait, le lagon est connecté à la mer Adriatique via en fait des passes entre des langues sableuses qu'on appelle des lidos. Voilà. Et c'est des passes, d'ailleurs, pour se protéger, il y a des brillants ingénieurs qui ont pensé une solution, c'est la barrière MOSE qui se met à ces endroits-là, entre ces langues de sable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de la barrière MOSE? Exactement. Eh bien, c'est ce qu'on voit à l'écran, là. C'est une barrière qui se ferme lorsque le niveau de l'eau est trop important dans la mer Adriatique pour empêcher, en fait, pour créer une différence de niveau entre la lagune et la mer Adriatique. Donc comme ça, en fait, on n'a plus d'aqua alta. En fait, on n'aura plus d'aqua alta à Venise pendant des dizaines d'années parce qu'à chaque fois, on fermera la barrière. Le problème, en fait, c'est que cette barrière, elle est conçue aujourd'hui pour se fermer pendant quelques événements, mais à 50 cm d'élévation au niveau de la mer, et on sait très bien qu'on va dépasser 50 cm d'élévation au niveau de la mer, probablement dans la deuxième partie du XXIe siècle, eh bien, en fait, on devra fermer 2 mois par an la barrière, ce qui va commencer à poser des problèmes pour le trafic de bateaux, pour les écosystèmes du lagon, etc. Et puis à un moment, en fait, ça suffira plus. Il faudra faire d'autres interventions et on ne sait pas lesquelles. Et puis lorsque vous aurez des mètres d'élévation au niveau de la mer, on sait très bien qu'on va dépasser 2 mètres d'élévation au niveau de la mer. On ne sait juste pas quand. Et bien là, il y aura d'autres questions qui vont se poser sur Venise, en fait, et beaucoup d'autres sites, évidemment, dans le monde. Donc finalement, ce n'est pas une vraie solution, quoi.
Alors c'est une solution, mais c'est une solution, si vous voulez, qu'il faut bien voir que ça fait partie d'une étape à l'intérieur d'un environnement qui va beaucoup changer, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est habitué, là, ça fait à peu près 6000 ans que le niveau de la mer est stable. Ben là, il a recommencé à monter et ça va durer pendant des millénaires. Et ça, c'est un nouveau fait, en fait, on doit faire avec. Et toutes les actions qu'on fait aujourd'hui dans les zones côtières, ils vont avoir un impact pour les générations futures. Ça va soit leur faciliter la vie pour s'adapter, soit au contraire la rendre plus compliquée. La barrière Moise, elle a demandé quasiment 40 ans de travail pour pouvoir être mise en service. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre le temps qu'il faut pour se protéger avec de l'ingénierie, par exemple, et les impacts du changement climatique qui se voient déjà et qui vont s'intensifier. Est-ce que la fenêtre de tir, elle n'est pas déjà trop réduite pour s'adapter? Alors c'est effectivement une alerte en fait, qu'il y a dans le rapport du GIEC là, de 2022. C'est de dire que tout ce qui est adaptation côtière prend beaucoup de temps à être mis en place et surtout les solutions comme la relocalisation, les solutions d'ingénierie comme le fait de mettre des barrières estuariennes ou des choses comme ça. Il y en a d'autres qui vont plus vite. Hein. Par exemple les digues, ça va assez vite et puis également certaines solutions fondées sur la nature peuvent aller assez vite pourvu que les gens soient d'accord. Mais ce qu'on peut voir, c'est voilà, 40 ans pour mettre en place une barrière estuarienne, bah, voilà, c'est ce qui se passe en pratique, quoi. Et aujourd'hui, on voit bien que dans les 40 prochaines années, on va avoir 20 ou 30 cm de plus d'élévation au niveau de la mer. Donc on devrait déjà être en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait dans des estuaires, dans de nombreux estuaires, y compris en France. Le danger, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas de débat sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on passe directement à des solutions d'ingénierie sans se poser de questions sur la restauration de la qualité des milieux. Et là, c'est là que ça pourrait être intéressant aujourd'hui de commencer à débattre de ces choses-là. On n'est peut-être pas encore dans une situation où il y a une urgence aussi importante que par exemple sur la question des canicules aggravées par le changement climatique ou par exemple la question des sécheresses avec l'agriculture. Mais si on continue à perdre du temps, on va se retrouver dans l'urgence et avec finalement pris de court, pris de vitesse par l'élévation du niveau de la mer en fait. Alors, oui, non, je voulais dire, le danger, c'est aussi qu'on réponde à des dangers, des risques immédiats, mais sans prendre en compte les évolutions, les scénarios que le GIEC effectivement, c'est-à-dire que si on... Alors, c'est vrai que dans le niveau de la mer, disons qu'en fait, c'est vrai quand on regarde, par exemple, la réglementation française, il y a 60 cm d'élévation au niveau de la mer qui sont prises en compte aujourd'hui dans la réglementation, ça va probablement évoluer. Mais 60 cm, ça correspond à un scénario qui sera excédé en fait, pendant la deuxième partie du XXIe siècle. Et qu'est-ce qu'on fait après? En fait, c'est ça la question, c'est dans quelle dynamique on s'inscrit. Et c'est là en fait qu'il y a certainement quelque chose à réfléchir en fait, dans la manière dont on s'adapte à l'élévation au niveau de la mer en France. Je vous avais entendu dire dans une interview, la question c'est pas de savoir est-ce qu'on va atteindre 2 mètres, c'est quand est-ce qu'on va atteindre 2 mètres? Exactement, c'est ça la question. En fait, à 1,5 degré de réchauffement climatique, on est à la certitude qu'on dépassera 2 mètres d'élévation au niveau de la mer tôt ou tard. Et le plus tôt que ça puisse être, c'est dans une centaine d'années. Le plus tard, c'est dans 2000 ans, en fait, ce serait le plus tard. Mais en fait, en réalité, 2000 ans, c'est très improbable, en fait. Hein. Ce sera bien avant. Le plus probable, c'est dans une fenêtre entre une centaine d'années et puis 200 ou 300 ans. Très peu de temps. Si on revient en France, vous avez parlé un peu tout à l'heure de l'outre-mer, où il y a beaucoup de risques côtiers. En métropole aussi, on a des zones à risque? Alors oui, effectivement. Donc, en fait, d'une manière générale, ce que vous voulez, c'est moins des régions que des caractéristiques du littoral. C'est-à-dire, ce sont les zones basses et les zones érodibles, et les plages notamment. Une zone basse? Une zone basse, c'est des plaines côtières, en fait, qui sont entre 0 et puis entre le niveau de la marée haute, voire même un peu en dessous, et puis par exemple, 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, en fait. Donc, par exemple, dans les Pertuis charentais, là, du côté de La Rochelle, vous avez des zones basses, par exemple. Vous en avez beaucoup. Et là, il y a des questions qui se posent. Et c'est d'ailleurs là que Xynthia a fait le plus de dégâts. Dans le nord de la France, là, vers Dunkerque, vous avez des zones qui sont même en dessous du niveau de la mer, ils sont protégés par des défenses côtières. Donc ce système de défense, effectivement, si on veut que ces zones restent disons, bien protégées, il faudra les réviser. Après, vous avez beaucoup de problèmes également dans la région du Languedoc, en fait, qui sont des zones basses. Mais en Outre-mer, vous en avez également. Pointe-à-Pitre, par exemple, c'est vraiment un endroit où on se pose la question des submersions chroniques à marée haute. Ça va venir très très vite, en fait. Voilà. Il y a des zones, en fait, également, qui sont plus... où disons, peut-être l'érosion joue un rôle beaucoup plus important, par exemple l'Aquitaine. Là, on parle de submersion, mais il y a des zones en France où il y a des gros risques d'érosion. Vous parliez de côtes sableuses, c'est là où on va avoir le plus de matière qui va être enlevée? Effectivement. Donc, les côtes sableuses, c'est effectivement, quand on parle d'érosion, c'est le plus important. Alors, il peut y avoir des falaises très particulières, mais... Par exemple, plus en Angleterre, le Suffolk, des falaises très peu consolidées, qui sont très sensibles à des petites variations de l'élévation au niveau de la mer. Mais en France, on va quand même beaucoup parler de la côte sableuse, par exemple Aquitaine, mais pas uniquement Aquitaine,
Et par exemple, en 2013-2014, on a eu une succession de tempêtes. Donc 6 tempêtes qui se sont succédées pendant l'hiver. C'est quelque chose, en fait. Aucune des tempêtes n'était exceptionnelle, mais bon, la séquence... C'est l'accumulation. Et on a eu 20 mètres de recul du trait de côte en l'espace d'un hiver. Donc ce que l'on envisageait, en fait, pour 2030 en termes de recul du trait de côte. Et j'ai une dernière question. Est-ce que les habitants, vous parliez des défenses côtières sur les zones à risque, est-ce que les habitants de ces endroits-là peuvent compter justement sur les digues, les brise-lames pour les protéger dans le futur? Alors, disons qu'en fait, tout dépend de l'énergie et de l'argent qu'on y met, en fait. C'est-à-dire que, techniquement, en fait, la littérature scientifique, elle nous dit que, techniquement, beaucoup de choses sont possibles. Vous regardez les Maldives, par exemple. Les Maldives, en fait, construisent de nouvelles îles aujourd'hui, en fait, qui sont plus hautes que les îles naturelles, pour, en fait, finalement, avoir des habitations pour que les gens puissent vivre dans un archipel qui est plus du tout naturel, qui devient de moins en moins naturel, mais qui, malgré tout, en fait, il y aura des zones d'habitation. Voilà. Donc ça, c'est une solution d'adaptation. Pourvu qu'il y ait un accès en fait, à des financements et à des matériaux qui permettent de maintenir des îles, on peut imaginer des Maldives complètement artificialisées de la sorte et qui émergent en fait, au milieu d'un océan et avec un niveau de la mer qui est monté de 5 mètres. En fait, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Mais après, il faut des ressources dans un contexte... Il faut des ressources, et puis après, le problème aussi, c'est est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut pour le littoral de demain en fait? Au Japon, vous avez en fait, dans le Japon post-tsunami et puis même auparavant, vous avez un trait de côte sur lequel il y a des côtes sur lesquelles vous avez des digues qui font qui font plusieurs mètres de haut en fait. Mais du coup, il n'y a plus d'accès à la mer. Et ça, c'est mal perçu également. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur qu'est-ce que c'est le littoral qu'on souhaite avoir en réalité. On va continuer à en discuter, mais on va retourner voir le public si vous voulez bien. Cette fois, on leur a demandé s'ils se sentent concernés par l'élévation du niveau marin. Écoutez-les. Tout le monde est concerné, mais il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Il faut s'arrêter. Hein. Il y a des périodes plus froides, des périodes plus chaudes. Alors c'est vrai que là, on est dans une période de réchauffement. Il ne faut pas non plus paniquer complètement. Hein. Des gens, enfin même si c'est pas moi directement, c'est des gens de mon pays qui vont vivre ça. Et puis après, même plus globalement, enfin vu qu'il y aura de la migration climatique et tout, je vais forcément être impacté par ça d'une manière ou d'une autre. Moi j'habite en Guadeloupe, et ben oui, il y a des petits îlots aux alentours de la Guadeloupe par exemple qui disparaissent petit à petit. Moi j'habite assez loin de la côte donc ça va, mais je pense qu'indirectement, même pour les habitudes qu'on a pris pour aller en vacances, oui, on va tous être concernés un jour ou l'autre, et on l'est déjà par le réchauffement climatique. Pas vraiment, non, pas vraiment. Vu mon âge déjà, bon maintenant je suis un petit peu retiré de tout ça. Quand on a bientôt 80 berges, on ne se sent plus vraiment concerné. Bien sûr, mais bon après je me sens pas l'énergie de... En fait j'ai l'impression que je vais me reposer sur la jeunesse. C'est bête mais... Si j'avais la possibilité ou l'envie d'acheter une maison en bord de mer, je crois qu'aujourd'hui, je ferai très attention par rapport à cette problématique, c'est certain. Ah non, j'ai toujours envie de m'installer près de la mer. Ça vous a pas... Pas du tout. J'attends. Moi, ça m'inquiète pour moi, pour les générations futures. Bon, Gonéry, on voit les avis sont partagés. Qu'est-ce que vous répondez à cette dame qui n'a pas l'air de s'inquiéter vraiment? Oui, en fait, là, il faut vraiment corriger les choses, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez, le fait que le réchauffement climatique, 100% du signal observé aujourd'hui, c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, tant qu'on continuera à émettre des gaz à effet de serre, donc ça, c'est les activités industrielles, c'est les transports, c'est l'agriculture, etc., le climat va se réchauffer. Et les cycles qu'on a eus dans le passé, on en est déjà sortis, en fait. Là, il faut vraiment se dire, non, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est nous qui avons les moyens d'action, c'est nous qui avons les moyens de stabiliser ce réchauffement climatique, et si on laisse les choses filer, on va vraiment vers de gros ennuis, et peut-être même pas pour l'élévation au niveau de la mer, pour les canicules, les sécheresses, tout ce qui est pénurie d'eau, etc. etc. Ça vous arrive souvent d'entendre des commentaires, des remarques comme ça, où les gens finalement sont un peu détachés de la problématique? Il y a 5 ou 10 ans, oui, et maintenant de moins en moins quand même. Ouais. Après, voilà, ça peut être une perception de ma part, mais j'ai fait quand même beaucoup d'interventions l'année dernière, et je ressens quand même que les gens sont conscients du changement climatique, et là où les choses commencent à diverger, c'est plutôt en fait quand on commence à parler des solutions, où il y a certaines solutions effectivement où pourtant il y a un consensus scientifique sur ces solutions, mais
malheureusement, voilà, c'est pas très bien perçu. Voilà. Justement, parlant de solutions, en France, que prévoient les plans de prévention des risques littoraux? Est-ce qu'ils sont vraiment adaptés aux enjeux? Alors les plans de prévention des risques littoraux, en fait, c'est quelque chose qui est utilisé pour notamment limiter l'urbanisation dans les zones basses. Voilà, donc c'est effectivement une solution qui est mise en avant dans le rapport du GIEC. C'est la première chose intelligente à faire, c'est d'éviter d'aggraver encore les choses, quoi. Et donc, il y a des communes dans lesquelles il y a un plan de prévention des risques qui est prescrit et les cartes conduisent à rendre certaines zones inconstructibles. Ça peut être très mal perçu, en fait. Donc, c'est vrai qu'on se dit la France ne prend que 60 cm d'élévation au niveau de la mer. La Hollande considère des scénarios au niveau de la mer jusqu'à 2 ou 3 mètres. Ils ne sont pas dans le même contexte aussi. Mais c'est ça, c'est-à-dire que nous, on le fait pour agir sur l'occupation des sols, alors que la Hollande le fait pour faire du stress test virtuel sur des infrastructures critiques, comme par exemple des barrages, des barrières estuariennes. Donc ce n'est pas du tout le même type d'impact sur les personnes. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que ces plans de prévention des risques littoraux, ce n'est pas le seul mécanisme qu'on a. Il y en a d'autres. Il y a la stratégie pour la gestion intégrée du trait de côte, qui peut favoriser justement les solutions autres que l'ingénierie pour s'adapter au changement climatique. Il y a aussi des outils légaux qui sont mis en place avec la loi climat-résilience, des choses comme ça. Tout ce qu'on voit en fait dans ce mécanisme législatif, c'est qu'en fait ça fait 20 ans qu'on améliore la réponse à l'élévation du niveau de la mer en France. Ce serait le cas dans n'importe quel pays en fait. Mais on n'a pas tout sous la main. Il manque en fait il y a des choses qui ne sont pas couvertes. Et est-ce qu'il y a, voilà, justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a des aspects qui ne sont pas couverts? Alors en France, ce qui n'est pas très bien couvert, en fait, c'est d'une part ce qui va arriver à très court terme, c'est-à-dire les submersions chroniques à marée haute. Et ça, par exemple, le BRGM a fait des études sur la Guadeloupe, la Guyane, et on voit que c'est dans cette prochaine décennie que ça va intervenir. Et puis d'autre part, en fait, ce qui va se passer à très long terme, où là, il commence à se passer des choses. Alors on a également fait des études sur les décharges côtières, en fait, qui peuvent être submergées ou érodées dans le contexte des aléas côtiers ou de l'élévation au niveau de la mer. Donc ça, c'est quelque chose que les Anglais font depuis très longtemps. Nous, on commence à y réfléchir, mais en fait, il y a beaucoup d'autres problèmes auxquels on n'a pas réfléchi sur l'élévation au niveau de la mer, quoi. Tous les sites et sols pollués, dans les estuaires, etc. On a beaucoup de centrales aussi, pardon Lorraine, on a beaucoup de centrales aussi, centrales nucléaires au bord effectivement. Là, ce qui se pose, alors ce qui est intéressant sur la question des centrales nucléaires, dans la littérature scientifique, si vous regardez ce qui se passe au niveau global, c'est que c'est un des enjeux qui est cité parce qu'ils ont une très longue durée de vie. Donc si on construit une centrale nucléaire aujourd'hui, on espère que sa durée d'exploitation sera entre 60 et 80 ans. Donc on sera finalement en 2100, 2150 peut-être avec la décommission de la centrale. Et en 2150, vous avez vu les scénarios, ça va jusqu'à 4-5 mètres d'élévation au niveau de la mer. Donc là, il y a vraiment... tout est possible avec l'ingénierie. On peut faire des digues de 10 mètres de haut, mais il faut peut-être réfléchir à est-ce qu'il n'y a pas des sites qui sont plus ou moins adaptés à mettre en place une nouvelle centrale nucléaire. Alors si on veut savoir si on risque d'être inondé, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur les sites internet qui proposent des simulations d'inondation? Est-ce que ça vaut le coup? Alors, est-ce que c'est fiable? Ces sites-là, en fait, ce qu'ils font, il y a le BRGM en a un d'ailleurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils croisent une topographie avec la marée haute plus une certaine élévation au niveau de la mer. Donc ce que vous voyez, en fait, ce sont les zones qui sont en dessous du niveau de la mer. Mais en fait, si vous regardez le niveau de la mer actuel, vous avez déjà des zones qui sont en dessous du niveau de la mer, et notamment par exemple dans la région de Dunkerque en fait. Elles ne sont pas inondées parce qu'elles sont protégées. Donc si vous voulez, ça donne une idée de finalement qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait aucune protection, mais ça ne donne pas une idée de qu'est-ce qui va se passer réellement parce que tout dépendra de la réponse qu'on aura. Si on finalement on reconstitue les dunes, si on met des digues, etc., ces zones-là ne seront pas nécessairement inondées. D'accord, c'est dans l'absolu. Ça donne une idée finalement de l'extension maximale du problème. Et à notre niveau, comment on peut faire pour agir contre la montée des eaux? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est stabiliser le changement climatique. C'est-à-dire, déjà, la première chose, c'est qu'on ne peut pas stabiliser l'élévation au niveau de la mer. Enfin, on ne peut pas stabiliser le niveau de la mer. On peut juste ralentir l'élévation au niveau de la mer, peut-être la stabiliser à 5 mm par an, après un pic à peut-être 1 cm par an au milieu du siècle, en fait. Mais en fait, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? À titre individuel, ce que vous pouvez faire pour le climat, c'est une partie des efforts. Beaucoup des efforts sont collectifs. Mais ça va être, en fait, ce qui est le plus efficace, c'est limiter l'usage des transports très carbonés comme l'avion et la voiture. C'est avoir une alimentation peu carnée. Et puis, après, le vélo, par exemple, est un moyen de... Ça passe par réduire son empreinte carbone. Mais ça passe par réduire son empreinte carbone. Il y a un chiffre, en fait, qu'avait calculé un caloglaciologue, c'est... Si vous faites 300 mètres en voiture, donc une voiture à essence, ça fait fondre 1 kg de glacier de montagne. Et 1 kg de glacier de montagne hors Groenland et puis Antarctique, en fait. Donc ça donne une idée un petit peu de l'impact de ce type d'activité. Merci Gonéry, le message est passé.
Entre submersion, érosion ou encore inondation, notre littoral est confronté à de nombreux risques. Mais face à ces phénomènes naturels extrêmes de plus en plus intenses et fréquents, les solutions techniques sont parfois contestées. Nous allons donc découvrir de nouvelles solutions fondées sur la nature. Quelles sont ces solutions ? Quels sont leurs bénéfices et leurs limites ? Et surtout, sont-elles efficaces ? Nous allons recevoir une nouvelle invitée. Elle travaille aussi au BRGM. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Cécile Capderet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes ingénieure-chercheuse au BRGM, spécialisée sur les risques côtiers et écologue de formation, et vous travaillez sur les solutions fondées sur la nature. Alors c'est un concept assez récent, il est apparu il y a une dizaine d'années environ. Donc finalement, c'est quoi une solution fondée sur la nature ? Oui, alors effectivement, c'est très récent et ça a été formalisé uniquement en 2016 grâce à la définition de l'IUCN, donc qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a défini les solutions fondées sur la nature comme l'ensemble des actions qui vont permettre de répondre à des défis de société tout en présentant des bénéfices pour la biodiversité. Donc typiquement, ça regroupe des actions liées à la gestion, à la protection et à la restauration écologique, donc la réparation des écosystèmes. Parce que voilà, des écosystèmes qui fonctionnent bien, qui sont en bonne santé, qui sont résilients, vont permettre de tamponner les effets du changement climatique en proposant donc, des services écosystémiques. C'est ça, ils nous rendent beaucoup de services. On va le voir dans la suite de l'interview. Alors, cette formulation, quand même, les solutions fondées sur la nature, ça peut prêter à confusion. On va prendre un exemple pour illustrer ça. Sur la plage du Gros d'Agde, on a installé des brise-lames et qui sont inspirés de la mangrove. Est-ce que pour autant on peut parler de solutions fondées sur la nature là ? Alors effectivement, c'est une question importante parce que les solutions fondées sur la nature vont intégrer la nature à des niveaux très différents, allant du fonctionnement total d'un écosystème jusqu'à l'intégration d'éléments un peu plus durs liés à l'ingénierie en dur. Donc ici, on est sur des systèmes dont l'objectif principal, c'est vraiment de casser l'énergie des vagues, d'atténuer la houle, qui peuvent potentiellement présenter des surfaces supplémentaires dans le milieu marin pour permettre l'accrochage de certaines espèces ou la fréquentation, par exemple, pour des poissons, mais qui sont plutôt de l'ordre de l'ingénierie biomimétique parce que inspirée de la nature. Alors, pour bien comprendre les services que les écosystèmes peuvent nous rendre, on va prendre un exemple, direction la Guyane. Là-bas, la mangrove joue un rôle important. Quel rôle joue cette mangrove ? Oui, alors les mangroves jouent un rôle très important. Elles sont présentes en zone subtropicale et tropicale. Donc c'est un ensemble d'espèces d'arbres qui ont la capacité de pousser les pieds dans l'eau. Et les mangroves sont vraiment à une zone d'interface entre le milieu terrestre et le milieu marin. Et sont capables non seulement d'absorber l'ensemble des sédiments ou de piéger les sédiments qui arrivent du bassin versant, ce qui est très important parce que c'est un vrai rôle de protection déjà par rapport aux récifs coralliens qui sont en face et donc pour éviter les apports de sédiments supplémentaires dans ces milieux et menacer la survie des récifs, d'une part, et d'autre part parce que les mangroves sont vraiment des zones tampons et vont absorber l'énergie des vagues et aussi prévenir un petit peu le risque érosion, c'est-à-dire vont empêcher l'énergie des vagues d'aller grignoter un peu plus le littoral derrière. Donc finalement, c'est un petit peu le même rôle que ce qu'on a pu voir sur la plage du Gros d'Agde, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, si je comprends bien, finalement, ça forme un bouclier, en quelque sorte, on peut résumer ça comme ça. Au large des côtes hollandaises, il y a un projet un peu similaire qui s'appelle Zandmotor. Là encore, l'idée, c'est de former un bouclier pour protéger l'érosion des côtes ? Oui, tout à fait. Donc c'est littéralement le moteur de sable. Alors en Hollande, la majorité du territoire est déjà en dessous du niveau de la mer et les Hollandais sont souvent représentés internationalement comme les spécialistes de l'aménagement du littoral. Donc l'idée ici du moteur de sable, ça a débuté il y a une dizaine d'années, c'était en un point du littoral d'aller déposer des millions et des millions de mètres cubes de sable, je crois plus d'une vingtaine de millions de mètres cubes, et ensuite de laisser les courants et les vagues répartir le sédiment le long de la côte. Habituellement, c'est quelque chose qui se fait naturellement, ça ? Oui. Oui. Il faut juste nourrir la machine. Quand on Mais là, c'était exactement, c'est un moteur qui s'auto-alimente. Mais on ne va pas remettre du sable tous les 5 ans L'objectif, c'est que non, de ne pas réintervenir sur le système. Ça s'appelle construire avec la nature dans ces approches-là.
Là, on comprend donc la façon dont ça peut empêcher l'érosion des côtes, mais par contre, le bénéfice pour la biodiversité peut être un peu moins évident. Donc, au-delà de protéger les côtes, qu'est-ce qu'apporte cette solution pour la biodiversité? Alors, cette solution, pour l'instant, est encore à l'étude. Il faut souvent plusieurs années de suivi, du suivi long terme, pour être en capacité de conclure efficacement sur les bénéfices apportés. Mais déjà, il y a plusieurs services écosystémiques qui sont rendus déjà en termes de restauration des cordons dunaires. Derrière, il y a des dunes embryonnaires qui s'installent et qui se développent avec toute la végétation associée, qui en retour stabilise le sable, et qui apporte aussi son lot de services écosystémiques pour par exemple, l'épuration de l'eau en arrière des dunes, et puis donc toute la filtration qui va se mettre en place, et puis aider à la recharge des nappes à ces endroits-là, donc la recharge en eau. Et puis sur l'aspect vraiment biodiversité, un des objectifs initiaux de cette solution était de diversifier les habitats pour des organismes marins. Alors on est encore en train de chercher un peu les bénéfices pour par exemple les invertébrés marins qui vivent dans ces fonds sableux, mais d'ores et déjà il y a une conclusion assez positive sur la fréquentation de ces zones par des mammifères marins. Plus proche de chez nous, en Bretagne, on pourrait restaurer des récifs d'huîtres plâtres. Là, quel est l'objectif si on veut protéger les côtes avec ces récifs? Ah oui, alors expliquez-nous finalement en quelques mots, quel est le bénéfice de ces récifs pour protéger nos côtes? Alors là, on est sur une question de récifs coquillés, donc basés sur des huîtres ou des moules. On est sur une solution qui fait plutôt appel à ce genre d'organisme. D'abord pour préciser, le premier intérêt d'utiliser des récifs, c'est que les récifs vont créer des obstacles au fond et donc freiner aussi l'énergie des vagues en créant du déferlement. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant. Un deuxième point, c'est que ça va aussi piéger des sédiments. Et peu aussi, comme la mangrove, encore exactement. Une fois. Ouais. Et un troisième point très intéressant, c'est qu'en retour, quand ces organismes meurent, rendent des débris coquillés qui vont venir aussi consolider le littoral. Donc ça, c'est un point très très important. Et juste pour continuer sur les bénéfices d'utiliser des récifs coquillés, donc des récifs d'huîtres, un exemple assez important, c'est aussi le bénéfice qu'elles peuvent apporter en termes de filtration et d'amélioration de la qualité de l'eau localement. Le port de New York, par exemple, est en train de mener un projet de réimplantation de 1 milliard d'huîtres dans son port pour améliorer la qualité de l'eau du port. Voilà. Alors, on peut quand même se demander si ces solutions fondées sur la nature sont suffisantes pour faire face à l'intensité des changements climatiques. Quand on parle de faire un récif d'huîtres plates, on peut se dire que ça ne va pas être suffisant. Alors, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Alors, oui, on a des raisons de penser que oui, d'autant plus que, par exemple, à l'échelle de la France, l'huître plate, c'est une espèce qui est considérée comme patrimoniale et qui est en fort déclin, qui a été victime d'une surconsommation entre le 15e et le 19e siècle, jusqu'au point où on n'avait que quelques bancs résiduels à l'échelle de la façade Manche-Atlantique, et qu'on essaye aujourd'hui de restaurer dans des points, comme par exemple en Bretagne, où on se pose vraiment des questions sur leur potentiel bénéfice pour atténuer localement l'érosion. Voilà, c'est encore à l'étude, mais en tout cas, les effets sont largement démontrés dans la littérature internationale. Et sur d'autres exemples, est-ce qu'on arrive à mesurer aussi l'efficacité de ces méthodes, ces solutions fondées sur la nature? Alors oui, par exemple, toujours dans la même lignée de freinage des courants au fond, on a des écosystèmes qui sont les herbiers. Par exemple, les herbiers de Posidonie en Méditerranée. Donc la Posidonie, c'est une plante à fleurs qui vit sous l'eau salée. Et qui, comme beaucoup de plantes, perd des feuilles. Et alors, le premier intérêt déjà des herbiers, c'est vraiment de créer des frottements au fond et aussi d'atténuer cette énergie. Et le double effet, entre guillemets, positif de l'implantation de tels herbiers ou de leur maintien, de leur restauration, c'est que ces plantes donc, perdent des feuilles qui vont venir s'accumuler sur le littoral et former de vraies banquettes qui vont contribuer à la stabilisation du littoral. Ça renforce le bord des côtes. Ouais. Mais dans certains cas, au-delà de l'aspect écologique, c'est aussi un moyen de conserver un patrimoine culturel. Oui, tout à fait. Ça peut être aussi une des cibles de la mise en place d'une solution fondée sur la nature, c'est créer aussi un effet de restauration pour des espèces emblématiques
Voilà. Ces solutions-là, elles demandent quand même beaucoup d'années à se mettre en place pour mettre en place tout un système écosystémique des récifs d'huîtres. Gonéry, est-ce que c'est compatible avec la rapidité des changements auxquels on fait face ? Alors c'est long, mais c'est pas forcément. Si vous regardez la mise en place d'une barrière estuarienne, c'est très long aussi en fait. Donc au final, en fait, ça peut être même plus rapide que la mise en place d'une barrière estuarienne. Voilà. Je voulais juste revenir sur un point. En fait, c'est sur les questions en fait de l'efficacité par rapport au changement climatique. Effectivement, le GIEC il évalue ces solutions fondées sur la nature et il les évalue en fait au regard de leur efficacité, de leur faisabilité et puis des co-bénéfices que ça apporte. Et pour les co-bénéfices, Cécile l'a bien montré, il y a énormément de co-bénéfices. L'efficacité, elle est d'autant plus grande que l'on arrive à stabiliser le changement climatique à des niveaux très bas. C'est-à-dire que si on est en dessous de 2 degrés, dans beaucoup de cas, oui, ce sera efficace. Mais par exemple, à 2 degrés, il ne faut pas oublier qu'il y a une solution qui, par exemple, consiste à maintenir des coraux vivants, parce que les coraux fournissent des sédiments pour les plages, et puis également parce qu'ils brisent les vagues. En fait, ils contribuent à atténuer les effets des vagues. Et en fait, à 2 degrés de réchauffement climatique, en 2050, on a perdu 99% de la couverture corallienne actuelle, en fait, en raison des vagues de chaleur marine. Donc, il y a vraiment un enjeu pour préserver l'efficacité de ces solutions donc, que Cécile a bien montré. C'est vraiment de stabiliser ce réchauffement climatique à des niveaux les plus bas possibles et donc de tenir les objectifs de l'accord de Paris. Et est-ce que le GIEC fait des préconisations dans ce sens-là ? Effectivement, alors ce n'est pas de préconisation parce que le GIEC est complètement neutre en termes de... Il ne fait pas de recommandations, il est complètement neutre politiquement, il donne juste en fait les impacts de décision. Mais ce qu'il dit, c'est très clairement sur les coraux, il n'y a pas de solution d'adaptation connue, y compris les transplantations, etc., qui soit efficace au-delà de 2 degrés de réchauffement climatique. Donc là, je parle des coraux, mais il y a effectivement... la Posidonie est aussi sensible aux vagues de chaleur marine, etc. Alors, on voit, Cécile, quand même que ce sont des solutions qui répondent à des problématiques très locales. Alors, on peut se demander, est-ce qu'on peut les appliquer n'importe où sur le littoral ? Est-ce que ce n'est pas ça leur limite, finalement ? Alors, c'est aussi une très grosse question qui fait l'objet de beaucoup de débats publics, mais aussi l'objet de beaucoup de questions de recherche fondamentales. Aujourd'hui, on va dire la stratégie la plus couramment déployée, c'est de construire en dur avec de l'ingénierie civile dans des endroits où les enjeux sont, on va dire, très importants et qu'il est important de protéger de manière très efficace et très immédiate. Et puis ensuite, là où c'est pas trop contraignant, de mettre en place des solutions un petit peu plus souples. On fait du cas par cas après. Exactement. Ouais. Et puis, il y a aussi beaucoup l'aspect foncier, par exemple, qui va vraiment... conditionner la mise en place des actions. On est souvent sur des zones littorales où il y a énormément de densité et où mettre en place certaines solutions fondées sur la nature, ça impliquerait de désartificialiser, de créer de l'espace pour permettre aux écosystèmes de prendre une certaine zone d'épanouissement, entre guillemets. Et on a aujourd'hui un phénomène qui s'appelle la compression côtière et qui limite, par l'artificialisation notamment, qui limite vraiment la mise en place des actions. Mais ça, si vous voulez, ça rentre dans un débat d'enjeux et de solutions, de comparaison de solutions à mettre en place. C'est ça, là, il y a besoin d'un dialogue, c'est ce qu'on évoquait un peu plus tôt avec Gonéry, un dialogue avec les autorités, les citoyens, pour réfléchir sur les solutions à mettre en place. Est-ce qu'une des solutions, c'est pas finalement aussi de faire du retrait pur et simple des côtes ? Effectivement, c'est une des solutions. C'est une des solutions parce que parfois, on peut aussi très bien arriver à la conclusion que la mise en place d'une solution d'ingénierie peut être coûteuse sur le long terme, pas adaptable en cas d'événements très extrêmes. Et là, il n'y a pas d'autre solution que, il y a des solutions, des leviers financiers qui ne se font pas et on déplace les enjeux. On n'a pas le choix. On pourrait être adapté à chaque endroit, vous disiez, faire du cas par cas et ça demande de connaître très profondément les écosystèmes en place qu'on veut... Oui, parce qu'il y a des vrais co-bénéfices en fait et il y a des vraies réflexions d'échelle pour utiliser certaines solutions. Il y a aussi des solutions qui peuvent être mixées, des solutions, rien n'est implémentable de manière individuelle. On réfléchit par exemple à comment améliorer par exemple l'état de santé d'un récif. C'est pas forcément indépendant de l'amélioration de la santé de la mangrove. Donc souvent on est amené à mettre en place des actions qui s'auto-alimentent l'un l'autre et puis aussi à différentes échelles. Et comment vous diffusez ces connaissances que vous avez recueillies sur finalement toutes ces solutions fondées sur la nature pour que les autorités, ceux qui peuvent les mettre en place, agissent ?
Bien, c'est un ensemble de connaissances qui est issu de la littérature scientifique à l'échelle internationale. L'idée, c'est de les structurer pour pouvoir les donner, les diffuser de manière pédagogique aux acteurs qui sont concernés, par exemple, par des problématiques de restauration écologique dans des buts de solutions fondées sur la nature. Donc, il faut savoir aussi que la restauration écologique peut être implémenté sans forcément qu'il y ait un but derrière de se prémunir contre des événements climatiques. Et on a vraiment des vraies questions écologiques qui doivent être éclairées, portées à connaissance et si vous voulez, qui doivent être partagées. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer une espèce de dynamique de partage de retours d'expérience et de communication à l'intérieur de la communauté qui est concernée par ces aspects-là. Merci Cécile. Il est déjà temps pour nous de passer à la prochaine séquence de cette émission. C'est l'heure du 24 heures chrono. Alors, quand on entend l'inquiétude de la communauté scientifique concernant l'évolution du climat et qu'on voit l'action des politiques, on se demande s'ils vous écoutent vraiment. Donc, on a demandé aux gens qu'on a croisés dans la rue ce qu'ils en pensent. Écoutez-les. Je pense que l'avis des scientifiques sur ce sujet commence à peine à être entendu, à être suivi par les hommes et les femmes politiques. Je ne pense pas, non. Je ne pense pas que les décisions politiques se sentent vraiment concernées également. Je crois sinon ils feraient beaucoup plus. Je ne me suis pas beaucoup renseignée sur le sujet, mais j'ai tout de suite dit non parce que je pense que sur toutes les questions écologiques, on est forcément en retard par rapport à ce que les scientifiques peuvent dire. C'est comme si on fonçait dans le mur et puis que rien ne nous arrêtait en fait. Il y a trop d'influences contraires, des lobbies, l'économie, la politique qui freinent tout, quoi. Le problème, c'est qu'il y a des scientifiques qui sont très alarmistes. Alors est-ce qu'il faut être alarmiste? Je ne sais pas. Je pense pas que ce soit assez pris en compte et je pense aussi que ce sont des gens qui ça parle pas au grand public, je pense. Enfin, en tout cas moi je me sens pas concerné quand ils parlent, pourtant je me sens concerné par le sujet, mais on est complètement, ils emploient des termes et des explications qui nous parlent pas et après faut pas s'étonner que les gens décrochent. En fait les gens ils prennent conscience de ça quand ils sont vraiment concernés, quand il y a voilà, une inondation chez eux, ils commencent à être concernés. Alors faut peut-être qu'il y ait des grosses catastrophes partout pour que les gens se sentent concernés, c'est pas très optimiste, mais voilà, moi c'est ce que je ressens en tout cas. Bon, Gonéry, globalement, il juge que votre avis n'est pas pris en compte. Est-ce que vous vous sentez écouté? Alors, je dirais, ce qu'il faut reconnaître quand même, c'est que sur les questions de climat, il y a une écoute qui est beaucoup plus importante que sur beaucoup d'autres sujets. C'est-à-dire que, par exemple, sur la biodiversité, Cécile est bien placée pour savoir que les rapports de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, sont beaucoup moins, reçoivent beaucoup moins d'attention que les rapports du GIEC. Malgré tout, c'est vrai que lorsqu'on voit en fait les solutions qui sont proposées, par exemple dans les rapports du GIEC, qui font consensus dans la littérature scientifique, par exemple les bénéfices de l'agroforesterie, de l'agroécologie, des solutions fondées sur la nature, etc., on voit que ça, il n'y a pas un consensus, dans le débat public. Ça, c'est vraiment très regrettable parce que, en fait, ça fait que on débat sur des bases qui ne sont pas très bonnes, en fait. C'est-à-dire sur des bases qui ne sont pas bien solides. En fait, il peut y avoir des opinions qui sont exprimées, qui apparaissent comme des vérités scientifiques. Alors, en fait, elles ne se reposent sur pas grand-chose. Et je pense qu'il y a vraiment un grand débat à faire sur quels sont finalement, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer en termes de solutions. Qu'est-ce qui est bien connu? On connaît les co-bénéfices et c'est vraiment des choses qui sont efficaces, qui faisables, etc. Et qu'est-ce qui repose finalement sur des groupes qui ont tout à fait leur légitimité dans le débat public, mais qui appuient certaines solutions dont on pourrait se passer en fait. Pour le côtier, ça va être typiquement, je pense que le grand débat, ça va être est-ce qu'on va vers des barrières estuariennes un peu partout, par exemple. C'est comme ça qu'il faut faire attention, je pense. Voilà. En tant que co-auteur du GIEC, vous êtes évidemment bien placé pour parler de ces questions-là. Donc je le rappelle, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En quoi consiste votre mission? Alors le GIEC a été établi à la fin des années 80 pour faire un pont entre la littérature scientifique sur le climat et la décision politique. Donc la mission, c'est vraiment d'informer les gouvernements sur les conséquences de leurs actions. Et ça, on le fait de manière transparente, neutre, exhaustive, et puis en s'appuyant sur la littérature scientifique. Alors, le GIEC
disons, voilà, en quoi ça consiste écrire un rapport du GIEC? Déjà, c'est un processus de co-construction avec les gouvernements. C'est-à-dire que les gouvernements mettent sur la table un certain nombre de sujets et par exemple, le résumé pour les décideurs des rapports est approuvé ligne par les gouvernements. Cela reste, ce sont les scientifiques, malgré tout, qui gardent la main dans la rédaction de ce rapport. Mais ça veut dire quand même que ces rapports sont très solides. C'est-à-dire que le rapport du groupe 2, Impact, Vulnérabilité et Adaptation, auquel j'ai participé, il y avait 270 scientifiques, 675 auteurs-contributeurs qui nous ont fourni des synthèses sur leur domaine. Il y avait plus de 70 000 commentaires de collègues et de gouvernements qui ont été faits. Donc à la fin, vous avez vraiment quelque chose de très solide, mais qui prend 4 ans à être écrit quand même. En étant au GIEC, vous êtes confronté du coup à rencontrer aussi des décideurs politiques à des niveaux européens, voire internationaux. Vous, Cécile, vous êtes plus au local, j'ai l'impression, en lien avec les collectivités. Est-ce que vous avez déjà discuté ensemble des différences d'écoute ou de compréhension que vous avez des interlocuteurs que vous avez face à vous? Est-ce qu'entre une échelle locale ou européenne, internationale, on voit des différences? Alors, il est possible qu'on ait, toi et moi, affaire au même verrou de perception, déjà, de l'ampleur du problème, notamment sur l'intérêt de la science, en fait, derrière tout ça. Ce qui est un peu perturbant parfois de mon côté, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, j'ai souvent des décideurs, je dois m'exprimer devant des décideurs pour qui souvent, l'écologie, c'est plutôt un mouvement politique plutôt qu'une science à part entière, et ça, c'est assez compliqué, donc ça demande un effort de pédagogie permanent. Et, j'imagine que... Bon, je pense qu'il y avait une personne là tout à l'heure qui disait que certains scientifiques étaient alarmistes. En fait, ils ne sont pas alarmistes, ils écrivent des rapports qui sont très alarmants et qui devraient quand même alerter tout le monde. En fait, on devrait quand même tous être un petit peu inquiets par le fait qu'on est en train de saper en fait, les fondements sur lesquels nos sociétés sont fondées. En fait. C'est-à-dire, en fait, on est en train de compromettre un accès à l'eau propre, une zone climatique dans laquelle les civilisations ont évolué pendant 6000 ans, la biodiversité terrestre, la biodiversité marine. Ce sont 4 objectifs de développement durable qu'on est en train de saper aujourd'hui, globalement. Ça devrait tous nous inquiéter. C'est ce que disait aussi un autre intervenant, c'est qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas concerné. Exactement. Ouais. Et ça, si vous voulez, quand moi j'interviens beaucoup auprès de différents niveaux, régions, métropoles, etc., etc., dire ça, si vous voulez, c'est le consensus scientifique. Et dire ça, par exemple, dans le débat public, il y a beaucoup de gens qui vont considérer que vous êtes alarmiste. Mais non, c'est le consensus scientifique. On est en train de détruire, de compromettre ces objectifs de développement durable. C'est aussi parce qu'on essaye de se voiler la face par peur aussi je dirais, ce qui se passe, c'est que ça, c'est beaucoup étudié par les collègues de sciences sociales, et c'est vrai qu'il y a une réaction de rejet quand vous prenez dans la face ces conclusions quand même, qui sont quand même assez fortement bien établies, en fait. Mais après, en fait, il faut aussi voir un peu la suite. C'est-à-dire que... Oui, vous accompagnez cette solution, surtout dans les rapports. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui, on a parlé de ça aujourd'hui, mais voilà, on peut encore agir. Exactement. Et en fait, il faut rentrer peut-être par la porte un peu sensible, en fait, c'est-à-dire se dire... parmi toutes les espèces aujourd'hui qui sont sur la liste des espèces menacées de l'UICN, donc de mémoire, il y en a à peu près 1 million sur un total estimé de 8 millions, et donc ça c'est plutôt l'IPBES, il y en a forcément une à laquelle vous attachez un peu d'importance, quoi. Et ça peut être une porte d'entrée, par exemple. Ah oui, accroché par... Exactement. Puis, il y a aussi une dimension temporelle qui est aussi très immédiate par rapport à l'érosion de la biodiversité. Là, pour le coup, on ne parle pas d'érosion côtière, mais de biodiversité, un effondrement qui est massif, palpable, et qui est pour le coup même encore plus imminent et menaçant que les effets de la montée du niveau de la mer dans certains endroits. Le contexte nous l'a bien montré, on est extrêmement vulnérable par rapport à la sécurité alimentaire, par rapport à énormément de choses, et rien n'est séparable en fait. Si les écosystèmes ne fonctionnent pas bien, c'est que la biodiversité ne va pas bien, et si ça ne va pas bien, on ne peut pas lutter contre les effets du changement climatique. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Gonéry, avant d'exercer votre métier actuel, vous avez travaillé dans le milieu de l'aéronautique et du... Oui, alors très précisément, en fait, j'ai étudié l'aéronautique et l'espace, voilà, et je n'ai jamais travaillé dans ce domaine. En fait. D'accord, excusez-moi. J'ai uniquement été, j'ai travaillé en contractance 2 ans pour l'Agence spatiale européenne, mais c'était déjà pour des applications environnementales, en réalité, de tout ce qui est satellitaire. Parce que les satellites fournissent des informations très utiles, en fait, pour, par exemple, étudier le niveau de la mer. Oui, il y a des informations
informations d'ailleurs qu'on peut observer que depuis l'espace aussi. Effectivement, c'est des outils vraiment... Il y a un grand programme européen qui est en train de se mettre en place, la Copernicus, pour fournir en fait un service d'observation de la Terre. Et donc, notamment, pour ce qui nous intéresse, il y a les questions d'élévation du niveau de la mer qui sont suivies depuis assez longtemps, avec une expertise française très forte dans ce domaine, des gens comme Annie Cazenave et Benoît Messignac, qui ont contribué à plusieurs autres rapports du GIEC. Et puis, il y a plein d'autres applications, y compris pour la biodiversité, en fait. Et ça fait des années que vous avertissez sur ces problématiques-là. Pour vous, cette prise de conscience écologique, elle s'est faite quand ? Pour moi, en fait, ça a été vraiment tout le temps. C'est-à-dire que je dirais, moi, en fait, je suis toujours surpris quand on dit que le changement climatique nous arrive aujourd'hui et on ne l'avait pas prévu, en fait. Parce que je me rappelle très bien, en fait, quand j'étais finalement au collège, dans les années 90, qu'on savait déjà à l'époque qu'utiliser la voiture émettait du CO2 et causait du changement climatique. On l'entend beaucoup aussi dans les médias actuellement, que même les grands groupes pétroliers, etc., le savaient depuis des années. Alors ça, c'est dans le rapport le rapport sur l'Amérique du Nord, du rapport du GIEC. Il est écrit explicitement que la désinformation sur le changement climatique a été organisée, en fait. Elle a été organisée par des groupes pétroliers, par des groupes d'intérêt. Et ça a causé des retards qui font qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même très défavorable au regard de cet enjeu climatique. Bon, ça, c'est un autre sujet, on pourrait faire une émission là-dessus. Je laisse Marine continuer. Vous, Cécile, votre domaine, c'était les insectes. Donc, vous avez suivi une formation d'entomologiste. Vous avez fait votre doctorat dans les Alpes. Aujourd'hui, vous travaillez sur le littoral. Pourquoi vous êtes passé de la montagne à la mer ? Il faisait un petit peu froid dans les Alpes. Alors, plus précisément, j'ai fait ma thèse à Lyon et j'ai effectivement eu la chance de travailler sur des rivières de Piémont, ce qu'on appelle des rivières en tresse, et qui ont une particularité, c'est en plus d'être très belles, abritent une biodiversité qui est assez remarquable, à la fois en surface, mais aussi dans les fonds de leurs sédiments, donc sous le lit de la rivière. Et effectivement, par le jeu des hasards, conventions, divers travaux, j'ai glissé petit à petit vers des problématiques plus en lien avec la restauration écologique, jusqu'à arriver au BRGM sur des problématiques très littorales. Et quand on vous a demandé quelle était votre journée type, vous avez répondu café, visio, mail, parce que vous gérez aussi la dimension administrative des projets environnementaux, mais ça vous arrive quand même d'aller sur le terrain. Alors, effectivement, ça arrive. Ça arrive, il y a une dimension très... On vous a vu à la barre, là. Ouais, ça c'était pour la photo, j'ai pas encore mon permis bateau. Mais oui, effectivement, je gère techniquement et administrativement des projets environnementaux, notamment sur la mise en place des politiques environnementales liées à la santé du milieu marin, par exemple, ou de la restauration écologique. Et avant d'entrer au BRGM, vous faisiez beaucoup de terrain aussi pour étudier les espèces, comme vous l'avez dit, qui vivent près des rivières ou dans les souterrains. Et vous avez déjà fait une rencontre qui a mal tourné, non, avec un rongeur ? Oui, alors là, par exemple, c'est sur la Drôme, voilà, et ça s'est produit pas très loin. Je me promenais avec mon appareil photo et j'ai voulu photographier un ragondin qui n'a pas voulu être photographié et qui m'a poursuivi sur... plusieurs dizaines de mètres et j'ai couru très vite, sauf que quand on bosse dans les rivières, on est équipé avec ce qu'on appelle des waders, qui sont des cuissardes de pêcheurs. Voilà, et donc c'est effectivement très, très délicat de courir avec, mais j'ai quand même réussi à courir assez vite. Aujourd'hui, les enjeux des questions climatiques et biodiversité sont énormes, on en a assez parlé, enfin assez... Peut-être pas finalement. Et vous y êtes confrontés tous les jours dans vos métiers. Donc Gonéry, Cécile, comment vous gérez la pression et les inquiétudes face à l'avenir au niveau personnel ? Alors, Gonéry, allez-y. Non, en fait, je pense, si vous voulez, que ce qui se passe, c'est que plus vous connaissez les enjeux, plus vous voyez les moyens d'agir, en fait. Et plus vous voyez des moyens d'agir efficaces. Et ça passe effectivement par l'engagement avec le public, certains hommes politiques, avec des entreprises, etc. Donc il y a quand même, on voit bien que c'est des sujets qui arrivent de plus en plus sur la table et il y a des gens qui ont envie d'agir. Le fait d'avoir la connaissance un petit peu à travers les rapports du GIEC, etc., ça fait que moi j'ai des moyens d'action qui font que quelque part j'ai l'impression de contribuer positivement à la prise en compte de ces enjeux, et aux solutions. Donc je dirais, je le vis de cette manière-là en fait, en me disant que c'est vrai qu'aujourd'hui on va plutôt dans la mauvaise direction, mais quand même on peut avoir des contributions positives. Et à un moment, on peut avoir un basculement, en fait, avec tous ces signes faibles là, qui commencent à devenir de plus en plus nombreux. On aura peut-être un basculement à un moment. Et vous, Cécile ?
C'est un peu pareil, c'est-à-dire que plus ça va, plus on sait qu'il y a des moyens d'agir, plus on les connaît, techniquement ils existent, scientifiquement ils sont connus, et puis voilà, on poursuit l'effort, il ne faut pas perdre trop d'espoir dans la poursuite de l'effort de communication, et puis comme tu disais, ça fait son chemin petit à petit. On termine cette émission avec un peu plus de légèreté si vous voulez bien, c'est notre moment coup de cœur. Alors Marine, je crois savoir que nos deux invités aiment bien s'aérer l'esprit quand ils ont du temps libre. Oui, Gonéry, vous ne devez pas en avoir beaucoup, j'imagine, hein, avec toutes les activités que vous faites. Gonéry, on a parlé cyclisme. Vous avez quand même fait les 24 heures du Mans en 2022. Et comme vous n'étiez pas assez fatigué, très peu de temps après, vous avez pédalé 192 km pour aller parler climat avec Valérie Masson-Delmotte. Racontez-nous. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, j'ai fait que un quart des 24 heures du Mans, on était 4. Et le lendemain, effectivement, on est allé à Saclay pour discuter avec Valérie Masson-Delmotte, climat, avec un ami qui s'appelle Monsieur Philippe, en fait, voilà, qui a une chaîne YouTube. Et il se trouve en fait que 2 jours après, Valérie Masson-Delmotte devait donner un séminaire gouvernemental pour former le gouvernement aux enjeux climatiques. Donc on s'attendait à ce que finalement elle décline, mais non, elle est venue avec nous sur la piste cyclable pour parler vélo. Alors pourquoi parler vélo avec Valérie Masson-Delmotte ? C'est parce qu'en fait, nous avions fait au printemps une synthèse sur ce que disait le rapport du GIEC en matière de vélo. Donc il y a une solution effectivement pour faire du report modal, pour éviter d'utiliser des transports carbonés. Ça nécessite des politiques publiques, ça veut dire des pistes cyclables sécurisées en fait. Et ça a beaucoup de co-bénéfices pour la santé, reconnexion à la nature, etc. Et donc là, ce jour-là, effectivement, j'avais bien reconnecté à la nature et je crois bien qu'à la fin, j'étais très fatigué. Normal. Cécile, vous avez peu de temps libre au quotidien, mais il vous arrive quand même de voyager. On a une photo de vous en Irlande. Vous avez vous-même un appareil sur cette photo. Qu'est-ce que vous preniez en photo ? Alors c'est une photo qui est sur les îles d'Aran, donc ce sont des îles qui sont à l'ouest de l'Irlande. C'est un paysage très minéral, très calcaire, où voilà, il y a des paysages qui sont très jolis, très changeants avec la lumière. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux, merci Gonéry, merci Cécile d'être venue sur le plateau de Science en question et de nous avoir fait cette balade le long du littoral et surtout de nous avoir montré qu'il existe des solutions. Merci à vous d'avoir regardé cette émission de Science en question. On vous dit à très vite pour de nouvelles aventures scientifiques. Ciao les sorciers!